Alors, on ne s'était pas concerté avec Morgan, mais il m'a fait une très bonne introduction à mon exposé en réalité, même si les sujets sont très différents, et donc ça montre aussi l'universalité des mathématiques. Alors, je vais vous parler d'un petit peu de mes travaux, avec une introduction un peu longue pour expliquer. Le jour de l'an 1801, une nouvelle planète fut découverte entre Mars et Jupiter. On sait aujourd'hui que c'était un gros astéroïde du nom de Cérès, et cette découverte fut vue comme un bon présage pour la science du XIXe siècle qui débutait. Malheureusement, cette excitation tourna au désespoir quelques jours plus tard, quand Cérès passa derrière le Soleil et donc fut perdu de vue par les astronomes. Et ils ne savaient plus du tout où pointer leur télescope, dans la multitude d'étoiles, pour retrouver l'astéroïde. Quelques mois plus tard, un jeune homme de 24 ans, dont on vient de parler, Gauss, Carl Friedrich Gauss, annonça qu'il savait où trouver l'astéroïde. Et il dit aux astronomes où pointer leur télescope. Il devint une célébrité scientifique instantanément. Et il ne s'agissait pas de magie, mais bien de mathématiques. Alors à l'époque, avant qu'il disparaisse derrière le Soleil, on possédait 1% de toute sa trajectoire. Et pourtant, il est arrivé à retrouver avec une très grande précision l'ensemble de la trajectoire. Alors comment est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur deux grandes idées. La première, c'est que l'on savait depuis Kepler et Newton que les orbites des corps célestes autour du Soleil sont des ellipses. Donc parmi toutes les ellipses possibles, il convient d'en trouver une dont la forme, la taille et la position correspond aux observations. La deuxième grande idée, c'est que les observations contiennent des petites erreurs. En fait, on se trompe toujours un peu, on n'a pas une observation qui est parfaite. Et il a introduit une statistique d'erreur, donc la loi gaussienne, dont on vient de parler, pour justement décrire les chances que l'on a, c'est des probabilités, de se tromper un petit peu, beaucoup, ou énormément. Et en combinant ces deux idées, il a en quelque sorte fondé l'approche statistique de ce type de problème, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas forcément une orbite qui colle parfaitement, une ellipse qui colle parfaitement aux observations, mais parmi toutes les possibles, on trouve celle qui est la plus compatible avec justement les observations, et puis cette statistique d'erreur que l'on s'est définie. Alors, vous allez me dire, les statistiques, les publicistes les utilisent tous les jours pour nous mentir. Parfois les politiques aussi. Et Churchill disait d'ailleurs, les seules statistiques auxquelles je fais confiance sont celles que j'ai moi-même falsifiées. Alors Gauss, et puis Morgan, et puis d'autres personnes ici vous diront non. Si elles sont utilisées correctement, les statistiques sont une des armes les plus redoutables pour distinguer justement la vérité du mensonge. Alors maintenant, on va revenir un peu à notre sujet, qui est l'aérospatiale. Alors vous savez peut-être que donc, en 1969, c'était l'Apollo 11, le premier homme sur la Lune. Et pour envoyer un vaisseau sur la Lune et puis en revenir, il faut bien sûr être capable de très bien estimer la position. Le vaisseau doit pouvoir estimer sa position, savoir à tout moment où il se trouve dans l'espace et dans quelle direction il pointe. Alors pour faire cela, on utilise des observations d'étoiles lointaines, des astronautes, à l'image de la navigation aux étoiles, des sextants. Et également, il y a dans les fusées des capteurs de mouvement qui donnent des informations sur la trajectoire de la fusée. Ils détectent les mouvements de la fusée. Alors ici, on combine des erreurs d'observation, des petites erreurs d'observation des étoiles par les astronautes, et également des erreurs des capteurs, parce que les capteurs ne sont pas parfaits. Évidemment, il y a toujours une petite marge d'erreur quand on utilise un capteur. Alors là, il convenait d'étendre la technique de Gauss au cas où on a des erreurs d'observation, mais la trajectoire n'est pas une ellipse parfaite, c'est une trajectoire arbitraire, et en plus qu'on mesure avec des erreurs aussi. Et c'est Rudolf Kallmann, professeur à Stanford dans les années 60, qui est arrivé à étendre la technique de Gauss à ce cas plus difficile. Il a repris cette idée des statistiques d'erreurs gaussiennes pour les observations, mais également pour la trajectoire, et donc les capteurs. Il a reçu la médaille nationale de la science américaine des mains d'Obama pour cette découverte, cette invention, qui a permis les premiers alunisages, mais qui a eu aussi beaucoup de répercussions. Et j'ai eu la chance de rencontrer
alors bon, j'ai peut-être un peu changé, puis avec le masque, c'est pas évident, mais de rencontrer Kalman à peu près au même moment, pendant ma thèse, où je travaillais déjà sur ces travaux. Alors voilà, bon, je remercie la présidente pour les gentils mots tout à l'heure. Je vais vous raconter un petit peu en quoi ont consisté brièvement mes travaux, qui ont conduit à ces reconnaissances dont on a parlé. Ici, il s'agit du film Apollo 13, qui retrace une mission ultérieure qui était destinée à retourner sur la Lune et où les astronautes subirent une énorme explosion du réservoir d'oxygène et durent se réfugier dans le module lunaire, qui est un plus petit module, afin de consommer moins d'énergie et moins d'air. Ici, on voit Tom Hanks qui fait des calculs mathématiques. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il essaye de trouver l'orientation du module lunaire à partir de l'orientation du module principal, qui était justement connu par l'ordinateur de bord. Et d'ailleurs, ces petits calculs, il y avait une procédure de calcul, leur ont sauvé la vie, et ce document original s'est vendu 400 000 $ aux enchères il y a une dizaine d'années. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça, Tom Hanks ? Eh bien parce que le principe, c'est le suivant. Il faut d'abord donner à l'ordinateur de bord l'orientation de l'appareil, alors là, du module lunaire, quand ils ont allumé l'ordinateur de bord du module lunaire, il faut lui donner son orientation initiale. Ensuite, la méthode de Kalman prend le relais et permet de géolocaliser à tout instant eh bien, le vaisseau dans l'espace. Alors aujourd'hui, dans l'aéronautique, il n'y a plus besoin de faire ces calculs à la main. On a des méthodes, notamment en utilisant le GPS, on a des méthodes automatiques pour eh bien, trouver l'orientation initiale. Et puis une fois qu'on l'a, eh bien, c'est un petit peu difficile, la méthode de Kalman prend le relais et à nouveau géolocalise très précisément l'appareil. Alors, les travaux eh bien, qui sont les miens se sont concentrés sur l'amélioration de cette méthode de Kalman, dont je vais parler dans un instant. Mais grâce à notre technique de Kalman améliorée, eh bien, la méthode de Kalman arrive aussi automatiquement à trouver l'orientation initiale. Alors ça, c'est intéressant parce que déjà, elle est plus rapide. Une fois qu'elle est améliorée, elle trouve plus vite l'orientation initiale que les méthodes existantes. Et d'autre part, c'est intéressant parce que maintenant, on a la même méthode qui fait les deux phases. Et dans l'industrie aéronautique, pour la mise en œuvre des solutions industrielles, il y a des contraintes extrêmement fortes qui s'appliquent, notamment de sécurité. Et donc avoir une seule et même méthode, ça simplifie beaucoup la mise en œuvre, et c'est souhaitable par rapport à avoir deux méthodes qui viennent s'interfacer. Alors, j'ai travaillé là-dessus avec Axel Barraud, qui est ingénieur donc, dans le groupe aéronautique Safran et de défense, et également chercheur associé à l'École des mines de Paris. Et donc, nos travaux, eh bien, pour améliorer cette technique de Kalman, ont consisté à utiliser la théorie des groupes de Galois. Alors, Galois, c'est un mathématicien célèbre. Il est célèbre pour deux choses. La première, c'est qu'il a introduit la théorie des groupes, qui est un énorme saut dans l'abstraction pour l'époque en mathématiques, qui a eu des échos extraordinaires. Et il est célèbre aussi pour être mort à 20 ans, en s'étant bêtement battu en duel, ce qui a été une grosse perte pour les mathématiques. Et donc, nous avons utilisé cette théorie des groupes eh bien, pour déceler dans les équations de vol une certaine structure mathématique que personne n'avait véritablement vue, ou du moins exploitée. Et grâce à cela, on a pu améliorer la technique de Kalman et la rendre plus performante pour ce problème-là. Et nous avons eu la chance eh bien, que ces travaux soient intégrés dans un produit industriel dès 2018, commercialisé par l'entreprise Safran. Donc ça s'appelle l'Euroflir 410, c'est un produit de haute technologie. C'est un système de vision que vous voyez ici en dessous de l'hélice pour les drones. Enfin, pour les drones, pour les véhicules volants. Et donc, ça peut être utilisé par exemple, on voit sur l'image à gauche du sauvetage en mer. Il y a aussi la gendarmerie qui s'est munie d'hélicoptères équipés de cette boule gyrostabilisée comme système de vision, et également, bien sûr, pour des applications de défense ou de la surveillance de feux de forêt. Elle permet de voir jusqu'à 10 km. La vision est stabilisée, et c'est notre algorithme, notre méthode de Kalman améliorée, qui permet à ce dispositif, lorsqu'il est allumé, de trouver justement la direction dans laquelle il pointe initialement. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est parce que quand on repère quelque chose de loin, par exemple quelqu'un en mer qui a besoin d'assistance à 10 km, eh bien on le géolocalise. Et on peut le géolocaliser très précisément parce que la boule, elle connaît très bien sa position dans l'espace et également très bien son orientation. Donc elle sait retrouver la position de la personne. Voilà, je vous remercie.
Ouais, on va prendre une ou deux questions. Allez-y. Merci. Du coup, actuellement, c'est une vision à 10 km qui est possible. Et est-ce que ça peut être plus? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez des exemples d'applications concrètes sur en quoi ça pourrait être utile? Ce système de vision, celui-là oui, c'est une vision à 10 km, en tout cas c'est ce qu'annonce le constructeur. La gendarmerie s'est équipée de ce système de vision pour certains de ces hélicoptères, pour faire de la surveillance, alors j'imagine dans des manifestations, des choses comme ça. Ça permet évidemment d'avoir des applications de défense. Donc il y a un drone commercialisé par l'entreprise Safran, qui coûte entre 20 et 30 millions d'euros, qui s'appelle le drone Patroller. Et son système de vision, ce drone, c'est un drone tactique, donc il vole tout seul. Et il permet de faire de la surveillance, plein de choses. Et ce drone est équipé de ce système de vision qui est l'Euroflir. Après, il n'y a pas que... donc après, les applications militaires sont évidentes aussi, je vous laisse imaginer. Mais il n'y a pas que, évidemment, ce type d'application des travaux de méthode de Kalman améliorée. Par exemple, il y a des robots bipèdes aux États-Unis qui marchent maintenant dans des groupes de recherche, mais ils ont des très bons résultats en utilisant notre technique pour faire marcher des robots. Et faire marcher un robot, c'est beaucoup plus difficile que ça n'y paraît dans Star Wars. En fait, dans Star Wars, il est fait numériquement, le robot. Mais pour faire vraiment marcher des robots, c'est encore un problème difficile aujourd'hui. Peut-être pour une autre question. Oui, Sarah. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être utilisé notamment pour les voitures qui sont conducteurs? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode de Kalman dont j'ai parlé, la méthode de Kalman initiale, non améliorée, on la trouve dans tous les avions de ligne, tous les sous-marins, même dans les drones que vous achetez et que vous faites voler pour vous amuser, il y a des méthodes de Kalman dedans. Donc c'est extrêmement répandu. Et bien évidemment, dans les voitures autonomes, alors il y a plein de problèmes qui se posent dans les voitures autonomes, au-delà de la localisation, des problèmes de prise de décision dans des environnements incertains, difficiles. Mais bien sûr, c'est une brique qui pourrait être utilisée dans les voitures autonomes, parce qu'il est très important pour une voiture autonome qu'elle se localise, et cela très précisément d'ailleurs. Parce que si elle roule vite, eh bien, une petite erreur sur son orientation peut se payer très cher. Voilà. Ben, je vous remercie. Je vais me